Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui l'installation et la configuration de Proxmox. J'espère que ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude, je pense que ça le sera. On va voir ça de manière un tout petit peu plus approfondie que simplement l'installation, avec un ou deux petits détails. Proxmox, donc c'est une solution de virtualisation open source. Pourquoi Proxmox par rapport à d'autres solutions? En open source, on n'a pas vraiment énormément le choix. Proxmox permet d'avoir une interface graphique qui est vraiment sympa. C'est correctement maintenu. Au niveau des alternatives pour la virtualisation de manière globale, il y aurait Microsoft Hyper-V, mais qui nécessite l'achat des licences qui vont avec. Et côté du Linux, il y aurait du ESX qui lui est par contre gratuit pour une utilisation domestique. Mais ESX a le défaut de ne pas supporter les RAID logiciels. C'est-à-dire que afin de créer un RAID de disque de stockage, vous êtes obligé de posséder une carte RAID de type LSI, MegaRAID, etc. Des choses comme ça. Alors que Proxmox permet de créer un RAID logiciel ZFS. Donc simplement, il vous suffit d'avoir des disques durs et des ports SATA de disponibles et Proxmox va pouvoir créer un RAID dessus. C'est principalement ces raisons qui ont fait que je me suis orienté vers Proxmox. Au niveau de l'utilisation, les avantages de la virtualisation par rapport à un système installé bare metal, comme on dit, donc si vous prenez votre distribution NAS et que vous l'installez à même votre NAS directement, la virtualisation permet notamment de faire des images des disques système de manière très facile et de jongler avec ça. Et également, le cas échéant, de les restaurer également de manière très facile. C'est-à-dire que Proxmox va vous permettre, par exemple quotidiennement, de faire une backup de votre disque système de NAS. Et si un jour vous effectuez une mise à jour, vous vous rendez compte que ça a cassé le plugin Docker, vous pouvez restaurer simplement le disque à l'état où il était avant et vous allez retrouver votre système comme si vous n'aviez pas fait de mise à jour. Chose qui est plus compliquée à faire si vous êtes sur une installation standard de type SSD, etc. Où là, si vous voulez faire une image, il vous faut sortir le disque, faire une copie, etc. Ou alors utiliser des tools, mais ça vous demande de redémarrer la machine à chaque fois, tandis que là, la backup, elle se fait avec le système qui tourne. Voilà, c'est vraiment pour moi très intéressant à ce niveau-là. Et évidemment, qui dit virtualisation, dit vous pouvez faire tourner plusieurs machines sur une même machine. Donc au lieu d'avoir une machine par système, vous pouvez là avoir par exemple plusieurs NAS qui tourneraient ou des petites distributions domotiques à côté, deux, trois petites choses. Donc voilà, ça permet de mutualiser un petit serveur et ça c'est vraiment chouette. Alors on va faire ça un petit peu par étapes. Là on va juste s'attaquer à l'écriture de l'image ISO sur une clé USB. Il n'y a pas beaucoup de grandes difficultés. Moi j'ai déjà fait les téléchargements des éléments principaux. Là donc on est sur la page d'accueil principale de Proxmox. Il suffit de venir dans téléchargement et de télécharger le dernier installeur qui est disponible ici. Donc dans mon cas il est déjà là. Et petite subtilité pour Proxmox, il vous faut au fait flasher l'image. Donc Proxmox possède un wiki qui est vraiment très bien fait, très complet et bien à jour. Donc pour ça, lorsque vous aurez besoin, vous allez trouver vraiment pas mal de choses dans Proxmox. C'est bien connu, donc vous trouverez souvent des informations aussi sur d'autres forums. Je disais donc, il y a le wiki de l'installation ici. Et puis, petite subtilité pour les installations sur les clés USB. Au fait, ça ne fonctionne pas avec Rufus ou UNetBootin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire l'image, vous allez pouvoir démarrer dessus, mais en cours d'installation, vous allez avoir des erreurs. Donc c'est vrai que ça prête à confusion, on se dit, l'écriture a marché. Alors non, elle n'a pas marché, et puis il faut faire avec, au fait, on va voir tout là en bas, il faut faire avec Etcher.io, Balena Etcher, donc qui est là. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voici Etcher, donc c'est vraiment très simple et très efficace, c'est assez reconnu Etcher. Je vous le recommande si je ne l'avais pas déjà fait. Donc on chope notre petit ISO de Proxmox. La clé USB ici est déjà sélectionnée et on fait simplement flash. Voilà, donc on voit ici que le processus démarre. On en a pour 2 minutes, 3 minutes. Juste après le flash, il va simplement effectuer un contrôle de ce qui a été écrit. Donc pour vérifier que le flash s'est bien déroulé. Et une fois que ça aura été fait, on va passer à l'installation de Proxmox sur un serveur. Et puis au quelques petites configurations utiles qui peuvent être faites. Voilà maintenant l'étape de validation, comme on avait dit. Voilà, démontage de la clé USB, le flash est terminé. Donc on va pouvoir à présent passer à l'installation. Nous
nous voilà partis pour l'installation. Donc on est connecté à notre serveur en KVM, ce qui est l'équivalent clavier souris écran connecté directement sur le serveur pour que vous puissiez voir le petit retour vidéo de ce qui se passe. Et on va procéder à l'installation. Donc on a booté en UEFI et on démarre. Ici, il nous fait un petit peu l'inventaire hardware, etc. Notamment les interfaces réseau, tous les disques connectés, etc. Les interfaces LAN ne sont pas connectées actuellement. Il fait des requêtes DHCP pour obtenir une adresse, mais elles ne sont pas connectées. On va les configurer entièrement à la main selon nos désirs. La licence, on accepte. Et on va pouvoir ici procéder à l'installation de Proxmox. Donc, au niveau des conseils pour l'installation, donc là on peut voir ici la liste des disques. On a 5 disques de connectés, 3 disques de 3 Tera, un disque de 500 Go et puis la clé USB. Il faudrait éviter d'installer ça dessus évidemment. Au niveau des conseils, pour le disque système, prévoyez un disque assez petit. Je pense qu'une centaine de gigas suffit largement. À savoir que de base, le système Proxmox n'est pas redondant. Donc là si on fait Next pour procéder à l'installation, on n'aura pas le système d'exploitation qui est redondant. Donc tout ce qui va être installé dessus pourrait potentiellement être perdu en cas de défaillance du disque. Donc que ce soit toutes les configurations qui aient pu être faites ou les machines virtuelles qui seraient stockées. Un petit disque du coup, pour ça, pour éviter simplement d'y mettre beaucoup de choses pour que le système d'exploitation reste le système d'exploitation. Maintenant, si vous prévoyez vraiment soit d'avoir des backups, soit d'avoir de la redondance, vous pouvez ici dans les options venir sélectionner un type de RAID pour créer ce que vous voulez. Donc ici on a du ZFS, donc on a les équivalences, un RAID 0, RAID 1, RAID 10, etc. Dans notre cas on va se contenter de X4 et puis on va installer ça sur le disque de 500 Go système qui est ici, donc le Samsung 850. Donc si en l'état ce disque venait à être défectueux, on perdrait tout ce qu'il y a dessus. Donc soit vous faites un RAID pour le système, soit vous avez des backups à jour et fonctionnels et testés. Évidemment, une backup non testée, on ne considère pas que c'est une backup, voilà, vu qu'on ne sait pas si elle est valide ou pas. Donc on sélectionne notre disque et on fait suivant. Donc par défaut, les options X4, etc., vous pouvez laisser, ça va très bien. Donc on fait suivant. Donc country, dans mon cas c'est Switzerland. Time zone Europe, Zurich, ça va très bien. Et clavier Swiss French, on va aller comme ça. Le mot de passe route de notre installation. Donc je vais mettre mot de passe 1, mot de passe 1. Et puis le mail ici, donc si on fait next en l'état avec le mail.invalide, il n'aime pas le point invalide au fait, donc dans mon cas je vais juste mettre test. Si c'est pour vous, mettez une adresse email valable afin de pouvoir configurer les notifications par la suite. Donc maintenant on va pouvoir définir quelle est l'adresse IP de notre serveur. Vous pouvez voir ici, moi j'ai 2 cartes réseau à disposition, qu'on va laisser la EN03. Peut-être que dans votre cas vous en avez une seule ou vous en avez plus aussi, c'est tout à fait possible. Maintenant, de nouveau, paramétrage IP signifie que vous devez savoir dans quel sous-réseau IP vous vous trouvez. Donc, c'est pas le sujet de cette vidéo. Il y a des tas de très bons tutos sur Internet, mais voilà, il va falloir configurer maintenant les paramètres IP de notre serveur Proxmox. Dans mon cas, le FQDN, je vais laisser PVE et puis on va mettre .test.labo comme FQDN, donc FQDN Fully Qualified Domain Name. Nom d'hôte entièrement qualifié, adresse IP 10.0.0.243, le netmask, donc le masque de sous-réseau ici est correct pour mon infrastructure, mais ce sera généralement le cas je pense. Gateway 10.0.0.1 et puis le serveur DNS est identique, donc 10.0.0.1 également. Donc on a nos paramètres IP corrects, on va pouvoir faire suivant. Donc petit récapitulatif de l'installation, sur quel disque on va installer, quel est le format, des paramétrages de langue, etc. On fait installer et c'est parti. Je vous reprends dès que c'est terminé. A tout de suite. Et voilà, l'installation est donc terminée avec succès. On va pouvoir redémarrer notre serveur. Alors normalement j'ai branché le réseau maintenant, j'espère que j'ai branché sur la bonne interface. On peut déjà préparer notre interface et on va venir sur 10.0.0.233. On peut éventuellement ping
pour voir si ça commence à répondre une fois que ça aura booté. Donc avec l'interface ici, on va obtenir directement quelle est l'adresse IP et le port correct pour se connecter sur notre Proxmox. Là, on voit que le grub de Proxmox est trouvé. C'est tout à fait bon signe, ça veut déjà dire que l'installation s'est bien déroulée. Il se peut que vous ayez à sortir la clé USB de boot pour ne pas rebooter indéfiniment dessus, mais ça je pense que vous le saviez déjà. Ah ouais, mais évidemment, l'adresse IP est fausse, j'avais mis 243 et non pas 233. Alors, du coup, si on va en 243, là, 2.8006, puis on voit ici, on est en HTTPS, donc HTTPS, c'est important, sinon ça ne fonctionne pas. Et voilà, ça fonctionne. Donc le message de sécurité du certificat SSL apparaît. C'est tout à fait normal. Donc on peut faire accepter les risques et continuer. Et nous voilà sur l'interface de notre Proxmox. Donc ici, le login qui nous est demandé, c'est le mot de passe qu'on a créé lors de l'installation. Donc le username est root et le mot de passe est mot de passe. Voilà, petite spécialité de Proxmox, on a la possibilité d'avoir une licence valide pour posséder et pouvoir recevoir les mises à jour entreprises qui sont proposées par Proxmox. Donc dans notre cas, on va voir comment déjà enlever ce message qui apparaît à chaque connexion, je crois, ou une fois par jour, quelque chose comme ça. Il y a un moyen de s'en débarrasser si on ne souhaite pas être dérangé régulièrement. Voilà, c'est votre choix. Il me dérange, j'ai envisagé d'acheter la licence juste pour ce message, mais voilà, il y avait des alternatives qui sont tout à fait légales, ça ne va pas à l'encontre de la licence, on est sur un système open source. On peut faire OK pour quittancer ce message, et nous voilà connectés directement sur notre Proxmox. Voilà, à tous, je me suis juste préparé de mon côté avec les deux trois petites choses qu'on va voir maintenant. Il va s'agir de créer le RAID ZFS pour notre stockage, tout simplement. Supprimer le message d'alerte pour la licence, donc la subscription qu'on a vu avant. Puis ensuite, on va voir pour les mises à jour, parce qu'on va voir qu'il y a un petit quelque chose à faire pour avoir les mises à jour de manière correcte. On va tout de suite s'attarder sur la création du RAID. Donc pour ça, il suffit de venir sur PVE, donc PVE qui représente notre hôte. Si on avait plusieurs autres Proxmox, ils viendraient se mettre là en dessous. Donc PVE, et puis sous disque, on peut voir ici tous les disques connectés à notre système. Et on va venir dans ZFS afin de créer notre RAID. Donc on va venir ici sur Create ZFS. On va le nommer, donc dans notre cas on va appeler ça Data. Et ici on va choisir au fait le niveau de RAID de notre grappe. Alors on a un single disk, ce qui n'est pas ce que l'on désire. On a un miroir donc qui est l'équivalent d'un RAID 1. Et on a ici le RAID Z qui est l'équivalent au fait du RAID 5. Donc on va créer ça, un RAID Z. Donc ça fait de la redondance pour un disque. Donc si un de ces trois disques là venait à être défaillant, les deux pourraient continuer à travailler. Mais on a également du Z2 et du RAID Z3, pardon, RAID Z2 et RAID Z3 qui permettent d'avoir de la redondance avec 2 disques, 3 disques, etc. Il y a également possibilité de faire du RAID 10 au cas où vous avez besoin aussi. Donc là, nous on fait du RAID Z. C'est ce qui a un très bon rapport capacité et prix et redondance. Donc on fait tout simplement créer. Et notre stockage va être à disposition. Donc là on voit qu'on a notre grappe ici qui est apparue. Et puis si on vient à présent ici, on voit qu'on a un nouveau stockage qui est apparu, qui est data. On a le stockage qui est prêt. On va maintenant voir comment supprimer notre petite inscription pour la licence. Tout d'abord, on va se connecter à notre Proxmox en SSH, parce que maintenant on va avoir besoin d'être un petit peu connecté en terminal dessus. Donc on va faire, je vais faire ici, nouvelle session, SSH, donc hop, 10.0.0.243, specify username root, hop, voilà. J'avais déjà mis le mot de passe avant, vu que je m'étais déjà connecté une fois. Le mot de passe, c'est celui de nouveau qu'on a créé lors de l'installation, donc dans mon cas, c'était mot de passe 1. Et nous voilà connectés en SSH sur notre Proxmox. De nouveau, un MobileSterm nous permet d'avoir aussi directement ici toute l'arborescence des fichiers de notre système d'exploitation, ce qui est vraiment très agréable. Alors, on va voir comment enlever notre petite inscription que vous n'avez pas d'inscription valide. Alors au fait, ici, de nouveau, j'ai rien inventé, vous pouvez voir, donc je vous mettrai le lien dans la description. Il suffit au fait de prendre cette petite commande là, de la copier
et de la coller afin de ne plus avoir le message. Si vous en avez envie, vous pouvez créer un job cron qui le répète. Il se peut que, évidemment, lors d'une mise à jour, cette modification-là vienne à être effacée. Donc il se peut que vous ayez besoin de la refaire de temps à autre. Donc si vous avez un cron job qui tourne pour juste réappliquer cette petite modification, comme ça vous êtes sûr d'être tranquille. Bon, voilà, c'est du luxe. La commande est là. Il suffit juste de la rentrer comme ça et c'est OK. On va voir maintenant également un petit truc, c'est que si on vient ici et que l'on fait apt get update, on va se rendre compte qu'en fin de ligne, il nous donne des erreurs. Il nous donne des erreurs parce qu'il essaye d'aller chercher des mises à jour dans les repositories qui sont réservés aux personnes qui ont une inscription valide. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir faire une mise à jour, vous allez avoir ces erreurs-là. Donc on va voir maintenant comment bypasser ces petits soucis de mise à jour-là. Pour ça, de nouveau, j'ai retrouvé un petit guide ici, hop, voilà, qui nous explique tout simplement comment faire. Il suffit d'aller éditer les listes pour les mises à jour afin de supprimer celles auxquelles on n'a pas accès et ajouter celles qu'on aimerait avoir. Donc pour ça, il suffit d'aller dans etc apt et source list. Donc on peut aller directement ici dans cette arborescence, donc etc apt, et ici on a donc source list, et puis on a ici, comme il l'indique, la source list.d et le PVA Enterprise. Donc sources.d, PVA Enterprise. Donc on peut venir éditer ça, et là simplement devant cette ligne, pour ne pas la supprimer, on va mettre un petit hashtag. Donc pour commenter la ligne, on enregistre. Une fois que ceci est fait, on peut revenir dans Source List, ici, à nouveau l'éditer, et on va venir ajouter cette ligne-là, afin d'avoir accès au repository qui n'est pas entreprise. Voilà. On enregistre, oui, voulez-vous appliquer? Oui, c'est fait. Et donc maintenant, si on refait un petit apt get update, nous n'avons plus d'erreur lors de la recherche. Puis on voit ici qu'il a été cherché dans le PVE No Subscription, les packages pour les mises à jour. Donc maintenant, on peut revenir également dans Proxmox. Et si on vient faire refresh, donc on peut à présent simplement effectuer la mise à jour de Proxmox directement en ligne de commande ici. Et tous les packages vont être mis à jour, y compris les packages propres à Proxmox, afin de posséder les dernières mises à jour qui nous sont mises à disposition par la distribution. Du coup, on va continuer avec un petit peu la configuration de ce Proxmox. On a maintenant notre RAID Z qui est prêt, notre petit RAID 5. On va juste voir une ou deux petites lignes de commande pour voir un peu son statut. La première, c'est zpool status-v. Donc V indiquant le nom de notre data store, donc de notre cas c'est data. On doit voir ici au fait le statut de notre RAID et on voit le statut des disques, donc online, offline, défectueux, etc. Donc ça nous permet juste d'avoir une petite idée de dans quel état se trouve notre infrastructure. Alors, évidemment on peut voir ça également ici dans les disques, on peut voir l'état smart, donc pas de souci de ce côté là, et on peut aussi voir ici le statut de notre pool ZFS, donc ici son statut au niveau de la santé est indiqué également. Mais voilà, en cas de besoin, la commande zpool permet de gérer tout le ZFS. Et la deuxième, au fait, qui va permettre juste de voir l'état au niveau des données sur ce même pool. Si on fait ça, on va pouvoir voir ici, au fait, donc notre Moonpoint Data à 5 Tera de disponible, à 400K utilisé. Et on voit ici qu'il y a L used et used. La différence étant que vu qu'on a de la compression, on va pouvoir avoir plus de données utilisées logiquement que réellement. Étant donné qu'on va avoir de la compression, si j'écris 1 giga de données sur ma VM, il n'y a peut-être que 800 mégas de réellement écrits sur les disques dû à la compression. Donc le système de compression fonctionne vraiment très bien, hein, c'est pratiquement transparent, donc pas de souci de performance de ce côté-là. Toutefois, si vous veniez à ne pas vouloir, vous pouvez désactiver la compression lors de la création du zpool. Mais c'est toujours bon à prendre de gagner un petit peu d'espace sans perdre en performance. Autre petit point important pour notre configuration, il va falloir qu'on vienne donc dans Data Center et dans Storage ici. On a donc tous nos data stores qui sont disponibles. Il va falloir venir sur notre pool ZFS, il va falloir venir faire Edit. Et ici, on a
le block size. Le block size, au fait, ça va définir quelle est la taille des morceaux en gros qui vont être écrits sur le disque. Là, par défaut, on est à 8K, ce qui est tout petit et ce qui va poser un problème lorsqu'on va écrire des données. C'est-à-dire qu'il va utiliser plus d'espace pour les entêtes, etc., des paquets, des données. Et du coup, par exemple, pour 1 Go écrit sur la VM, on va se retrouver avec 2 Go d'écrit sur les disques réellement. Donc je vous conseille des valeurs entre 64 kg et 128 kg. Plus vous avez des fichiers qui sont volumineux, plus vous avez meilleur temps d'augmenter. Donc dans mon cas, j'ai beaucoup de films, par exemple, donc je mets 128K. Voilà, donc faites ça avant d'écrire quoi que ce soit. Si vous avez oublié, vous pouvez venir éditer, resupprimer les données. Ça ne va pas être édité à la volée, hein. C'est block size évidemment. Donc si je modifie maintenant, ça fera pour tout ce qui va être fait après, mais pas pour ce qui a été écrit avant. Et puis vous pouvez activer le DIN Provisioning. Le DIN Provisioning, ça va simplement permettre que si je crée un disque dur de 60 Go, de base, si je n'active pas le DIN Provisioning, il va créer tout simplement, il va écrire 60 Go directement sur le disque. Donc il va se réserver les 60 Go. En activant le DIN Provisioning, si je crée un disque dur de 60 Go, il ne va écrire que les données indiquant qu'un disque dur existe. Et au fur et à mesure que je vais écrire des données dans ma VM, le disque va se remplir. Ça permet au fait de faire de l'over-provisioning de disques, donc d'avoir des disques de grande capacité dans les VM au cas où les besoins peuvent évoluer. Le problème étant que si j'ai un disque dur de 60 Go par exemple et que je crée 3 disques de 30 Go, si les 3 disques commencent à atteindre leur capacité, mon stockage ne va plus pouvoir stocker les données et vous allez vous retrouver avec une infrastructure à genoux parce que simplement on ne peut plus écrire. Je conseillerais de laisser du thick provisioning, donc thick T-H-I-C-K, qui permet d'écrire directement les données. Comme ça vous avez vos données réservées pour votre disque et puis c'est terminé. Donc vous pouvez laisser ça tel quel, mais vous avez cette possibilité là. Ici on voit dans le content qu'on peut ajouter ou enlever des options. Donc disk image on peut laisser, container on laisse, de nouveau par défaut, pas besoin de toucher quoi que ce soit. Maintenant qu'on a fait ça, on est pas trop mal bon au niveau des paramètres. On va aller voir comment créer une VM. Pour créer une VM, j'ai téléchargé ici un petit ISO Debian AMD 64. Donc on va aller voir comment créer notre VM. Donc tout d'abord, il va falloir qu'on mette l'ISO à disposition. Donc pour ça, on va venir dans Local et donc Content. On voit que ici dans Local LVM, je ne peux pas venir upload. Par contre, dans Local, je peux. Idem dans Data, je ne peux pas venir upload. Donc c'est vraiment dans le Local qu'il faut venir. Et je vais venir chercher mon image Debian qui est là. Hop, et on fait Upload. Et voilà, on a notre ISO qui est à présent disponible et qui pourra être utilisé pour écrire, pour booter notre VM. Et il est enfin venu le moment de créer notre VM. Donc simplement on va faire un clic droit sur notre nœud PVE et on vient faire Create VM. Ici le nœud du coup ne peut pas être changé, c'est au cas où on aurait un cluster. Ici le VMID c'est un numéro qui identifie votre VM. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. La première disponible étant la 100, si je mets 99, il n'aime pas. Donc vous pouvez également, si vous souhaitez avoir de 100 à 200 vos VM de production, de 200 à 300 vos VM de test, voilà, vous pouvez faire ça comme vous avez envie. On va laisser la VM 100 et on va simplement la nommer, on va l'appeler Debian. Ressource pool, là de nouveau on n'a rien à choisir, on peut laisser tel quel. Dans les paramètres avancés, on a 2-3 options, genre démarrer au boot, c'est-à-dire que si vous redémarrez votre serveur Proxmox, la VM va redémarrer automatiquement. Vous pouvez mettre des délais au cas où telle VM doit être démarrée avant l'autre. On ne va pas s'attarder trop sur les paramètres avancés pour le moment, donc voilà. Mais chaque onglet possède des paramètres avancés. OS, donc maintenant il va s'agir de dire quel est l'ISO qui va nous servir à booter. On peut évidemment aussi n'utiliser aucun média, mais dans notre cas, on va venir sélectionner, donc dans notre storage local, de nouveau on n'a pas le choix, on vient chercher notre image Debian qui est là, notre ISO Debian. Ici, au niveau du kernel, on peut voir qu'on a 2-3 choses, donc du Linux, du Solari, et puis du Microsoft. Donc nous, on est bien évidemment sur des Linux avec les kernels récents. Donc de nouveau, les paramètres de base sont tout à fait corrects. Ici, système, graphic card, etc. On n'a rien à toucher. Vu qu'on est sur du Linux,
automatiquement des cartes Virtio SCSI sont choisies. À savoir que ces Virtio, c'est des drivers Linux qui sont à présent disponibles directement dans la distribution. Si vous installez un OS Windows, de base, il va lui manquer le driver pour ça, et ce sera la carte LSI qui sera choisie. Donc là, on peut de nouveau faire Next, et vient le moment de créer notre disque système. Donc le storage, ici, on voit qu'on a le choix soit sur le local VM, soit sur notre pool data. Donc on va laisser notre pool data évidemment. Et ici, on vient choisir la taille de notre disque. Ne faites jamais des disques trop gros. C'est très facile d'augmenter la taille, il est par contre très difficile de la réduire. Donc partez toujours sur des disques le plus petit possible, et ensuite augmenter la taille au fur et à mesure que cela devient nécessaire. Donc dans notre cas, on va laisser 32 Go, mais par exemple, si vous deviez créer un serveur Windows, par exemple, partez sur un OS à 60 Go et au besoin, ajoutez un disque ou augmenter la taille. Ici, le format, vu qu'on est sur du pool ZFS, on n'a pas le choix du format, ce sera automatiquement du point .raw. Maintenant, si vous montez un partage NFS et IFS, vous allez avoir d'autres possibilités, notamment du QKO2. Mais là, dans notre cas, afin de supporter au fait les snapshots et tout ce genre d'options, il est nécessaire que ce soit du format RAW. On va continuer comme ça. Donc de nouveau, cache, etc. On ne va pas s'y intéresser. Viennent maintenant les paramètres CPU. Par défaut, on a un émulateur CPU KVM64. On peut venir ici sous Host, remonter au fait le type de CPU de notre serveur directement dans la VM afin de profiter des quelques petites options qu'aurait le CPU. Maintenant, si vous devez faire de la migration et de la backup ou de la restauration sur un autre serveur, si vous aviez configuré Host, ça ne va pas aimer. Donc vous avez meilleur temps de garder le type par défaut et ça fonctionnera vraiment très bien. Ça apporte peu d'impact au niveau des performances. Core, l'avantage de la virtualisation, c'est que vous pouvez faire de l'over-provisioning CPU. De ce que j'avais lu, on peut aller jusqu'à un ratio de 1/3. C'est-à-dire que si mon hôte a 8 cœurs, je pourrais créer 3 VM de 8 cœurs, considérant qu'elles ne vont pas toutes en même temps utiliser tous les cœurs à fond. C'est aussi notamment un avantage de la virtualisation, c'est qu'on peut se permettre de ce genre de choses. Donc mon hôte possède un socket 8 cœurs, donc je vais repousser ça dans ma VM. Et on fait Next. Mémoire, donc là vous définissez la quantité de mémoire vive. Tous ces paramètres peuvent bien évidemment être changés après. Mémoire vive attribuée à notre VM, je vais mettre 4 Go de RAM. Network, donc là de nouveau les paramètres par défaut vont très bien. VMBR0 c'est le switch virtuel créé par défaut par Proxmox, donc afin que notre machine ait directement accès au 0. Et puis vous pouvez venir ici changer la carte réseau, mais de nouveau, vu qu'on est sur du Linux, il y a la carte VirtIO qui est sélectionnée. Firewall, vous pouvez désactiver, ce serait pour utiliser le firewall de Proxmox. Ça peut être désactivé sans autre, vu que généralement vous avez déjà quelque chose derrière qui protège votre installation. On fait Next, on a ici un petit récapitulatif de notre VM. On pourrait cocher Start After Created, mais on va pas le faire. Et on fait Terminer. Voilà, donc là notre VM est créée. On va juste venir voir ici dans notre stockage. On voit là, ici dans Data, on peut voir qu'il a écrit des données au fait pour 32 Go. Contrairement si j'avais sélectionné l'option DIN Provisioning, il n'y aurait pas 32 Go d'écrit. Mais là maintenant, notre système a réservé cet espace-là pour cette VM et on n'aura pas de problème si toutes les VM venaient à utiliser complètement l'espace qu'on leur avait attribué. On peut voir ici que notre VM est disponible. Ici, on peut revenir voir tous les paramètres de cette machine virtuelle et on a ici des statistiques d'utilisation. Donc si vous voulez venir changer quoi que ce soit, vous pouvez revenir là, corriger un paramètre ou l'autre, ajouter un disque ou en enlever un, etc. Donc on va tout de suite démarrer cette VM. On a ici le log PVE. Et si on vient dans console, on voit qu'on peut accéder à la console à l'interface graphique de notre console pour venir poursuivre l'installation. Il existe plusieurs modes de connexion, donc on peut notamment faire ça comme ça pour posséder directement une petite fenêtre. Et si on change, on voit directement que ça modifie des deux côtés. Voilà. On a fait gentiment le tour de notre installation Proxmox. Je vous ai fait un peu découvrir les quelques points vraiment que j'ai trouvé importants lorsque j'ai mis en installation cette infrastructure Proxmox.
Alors on n'a pas vu ici la configuration des mails, les backups et ce genre de choses. Ça viendra dans un deuxième temps, mais maintenant vous avez la possibilité d'installer et de configurer Proxmox de manière efficace pour pas être embêté. Et puis voilà, avec les 2-3 petits trucs et astuces que j'ai pu découvrir lors de mon utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné envie d'installer Proxmox, parce que vraiment ça a beaucoup d'avantages. La virtualisation c'est vraiment très pratique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à laisser un commentaire ou à poser vos questions. J'y répondrai dans la mesure du possible. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.